J'ai organisé une fête surprise pour les 40 ans de mon fils. J'ai dépensé 20 000 €. Il est arrivé, m'a regardé et a dit « Maman, tu gâches toujours tout. Sors d'ici. » Il m'a expulsé de la fête devant 100 personnes. 2 jours plus tard, la banque l'a appelé. Le compte était gelé. Quand il a découvert, j'ai toujours su que mon fils Gaspard était têtu, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me briserait le cœur comme il l'a fait cette terrible nuit. À 65 ans, après une vie entière consacrée à lui, je pensais savoir enfin trouvé un moyen de lui montrer à quel point je l'aimais et j'étais fière de l'homme qu'il était devenu. L'idée de la fête surprise est née 3 mois avant les 40 ans de Gaspard. J'étais chez ma voisine, Madame Morin, en train de prendre le goûter, quand elle m'a parlé de la fête qu'elle avait organisée pour son fils. « Bernadette, il faut faire quelque chose de spécial pour Gaspard, m'a-t-elle dit en remuant le sucre dans sa tasse. 41, c'est une date importante, ça marque une nouvelle phase dans la vie d'un homme. » Ces mots sont résonnés dans mon esprit pendant des jours. Gaspard a toujours été un fils dévoué, travailleur, mais ces dernières années, notre relation s'était un peu refroidie. Il était toujours occupé avec son travail, sa petite amie Roxane, ses engagements sociaux. Nos conversations se limitaient à de brefs appels téléphoniques le dimanche et des visites sporadiques qui duraient au maximum 2 heures. Je sentais que je perdais mon fils au profit de sa vie d'adulte et la fête serait une occasion parfaite de lui montrer qu'il était toujours la personne la plus importante de ma vie. J'ai commencé les préparatifs avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'abord, j'ai fait une liste de tous les amis de Gaspard que je connaissais. J'ai appelé d'anciens camarades d'école, des amis de faculté, des collègues de travail. Certains appels ont été gênants. J'ai découvert que des personnes que je croyais proches de lui maintenaient à peine le contact. D'autres ont été révélateurs. J'ai appris l'existence d'amitiés dont j'ignorais tout. La liste s'est allongée jusqu'à atteindre 5 personnes. 100 invités pour une fête qui serait la célébration la plus grandiose que j'ai jamais organisée. J'ai loué la salle du club où Gaspard jouait au tennis le samedi, le même endroit où il avait appris à nager enfant. Cela semblait symbolique, une connexion avec toutes les phases de sa vie. La décoration a été pensée dans les moindres détails. J'ai engagé une entreprise spécialisée qui a transformé la salle en quelque chose digne d'un magazine. Des fleurs partout, des arrangements élaborés sur les tables, un panneau géant avec des photos de Gaspard depuis bébé jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé des semaines à dénicher de vieilles photos, à en demander aux amis et à la famille, créant une chronologie visuelle de la vie de mon fils. Le menu était une autre fantaisie. Je me suis souvenu de tous les plats préférés de Gaspard au fil des ans. Le gâteau au chocolat avec sa ganache qu'il adorait enfant, le saumon grillé qu'il avait découvert à l'adolescence, les lasagnes de grand-mère qu'il réclamait toujours quand il venait déjeuner à la maison. J'ai engagé un traiteur renommé et j'ai insisté pour qu'il reproduise chaque recette exactement comme je l'avais spécifié. Le groupe a été choisi après beaucoup de recherches. J'ai découvert quel était le style musical préféré de Gaspard actuellement, quels artistes il écoutait le plus. J'ai engagé un groupe qui jouait des classiques du rock français jusqu'aux hits internationaux des années 80 et 90, l'époque de sa jeunesse. Ils avaient un répertoire étendu et ont promis de jouer les demandes spéciales des invités. Pendant des semaines, ma maison s'est transformée en centre d'opération. Des papiers éparpillés sur la table de la cuisine, des listes collées sur le réfrigérateur, le téléphone sonnant constamment avec les confirmations des fournisseurs. Je dormais peu, mangeais mal, mais j'étais rayonnante. Chaque détail planifié me rendait plus impatiente du grand jour. Les dépenses se sont accumulées de manière effrayante. La salle, la décoration, le traiteur, le groupe, les boissons, les cadeaux personnalisés, le photographe professionnel, le système de son, l'éclairage spécial. Quand j'ai tout additionné, le montant approchait les 20 000 €. C'était pratiquement toutes mes économies, de l'argent que j'avais économisé pendant des années, avec beaucoup de sacrifices. J'ai hésité un moment. C'était une somme absurde pour une fête.
même pour les 40 ans de mon fils unique. Mais alors je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais renoncé à faire quelque chose de spécial pour lui, de toutes les occasions manquées de lui montrer mon amour. Ce serait ma grande déclaration, mon cadeau définitif. Roxane, la petite amie de Gaspard, est devenue ma complice involontaire. J'avais besoin de quelqu'un proche de lui pour m'assurer qu'il serait libre à cette date et pour m'aider avec certains détails que seule elle connaîtrait. Je l'ai appelée un jeudi après-midi, nerveuse comme une adolescente demandant son premier rendez-vous. « Roxane, j'ai besoin de ton aide pour une surprise pour Gaspard, » ai-je dit, essayant d'avoir l'air décontracté. C'est à propos de son anniversaire. « Quel genre de surprise, Madame Bernadette ?» demanda-t-elle, et je perçus une curiosité sincère dans sa voix. Je lui ai parlé de la fête, des 500 invités, de tous les préparatifs. Roxane est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Madame Bernadette, c'est magnifique. Je suis sûre qu'il sera très ému. Vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous aurez besoin. » Sa réaction m'a rassurée. Si la petite amie de Gaspard approuvait l'idée, j'étais certainement sur la bonne voie. Roxane m'a aidée. Avec des informations sur ses goûts actuels, sur des amis que je ne connaissais pas, sur des détails que seule une personne proche de lui pouvait connaître. La semaine précédente, la fête fut un tourbillon d'émotions. J'arrivais à peine à dormir, imaginant l'expression de surprise et de joie sur le visage de Gaspard quand il entrerait dans la salle et verrait toute cette démonstration d'amour. J'ai répété mentalement plusieurs fois le discours que je ferais, les mots que je dirais pour exprimer la fierté que je ressentais pour lui. La veille, j'ai tenu à appeler Gaspard avec une excuse quelconque, juste pour entendre sa voix. « Maman, tout va bien ?» demanda-t-il, semblant un peu pressé. « Je suis en pleine réunion. »« Oui, mon fils, » répondis-je, contenant mon émotion. « Je voulais juste savoir si tu allais bien, si tu avais besoin de quelque chose. »« Je vais bien, maman. On se parle plus tard, d'accord ?» J'ai raccroché le téléphone, le cœur serré, mais ce sentiment fut vite remplacé par l'anticipation. Dans moins de 24 heures, mon fils saurait à quel point il était aimé, à quel point j'étais prête à tout pour son bonheur. Le grand jour est enfin arrivé. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, bien avant que l'alarme ne sonne, le cœur battant d'anxiété et d'anticipation. J'ai pris un long bain, choisi ma robe bleu marine, la préférée de Gaspard depuis son adolescence, et soigné mon maquillage. Je voulais être impeccable pour le moment le plus important de ces dernières années. Je suis arrivée au club à 15 heures, 4 heures avant l'heure prévue pour la fête. Les fournisseurs étaient déjà là, transformant la salle en le décor de mes rêves. J'ai observé chaque détail être mis en place. Les tables rondes avec leurs nappes dorées, les compositions de fleurs blanches et jaunes, l'immense panneau avec les photos de Gaspard qui m'avait pris des semaines à organiser. « Ça devient magnifique, Madame Bernadette », commenta Marcelo, le décorateur, en ajustant l'une des compositions centrales. « Votre fils sera ému quand il verra tout ça. » J'ai senti un frisson de plaisir parcourir mon dos. C'était exactement ce que je voulais entendre. Durant les heures suivantes, j'ai supervisé chaque mouvement, chaque ajustement, chaque détail. Le traiteur est arrivé ponctuellement à 17h30, apportant des plateaux couverts avec les plats spéciaux que j'avais commandés. L'arôme familier du gâteau au chocolat et brigadeiro m'a rappelé Gaspard d'enfant. Barbouillé de chocolat après ses fêtes d'anniversaire, les premiers invités ont commencé à arriver à 19 heures précises. Je me suis positionnée à l'entrée de la salle, accueillant chaque personne avec un sourire radieux et expliquant brièvement comment la surprise fonctionnerait. Quand Gaspard arrivera, vous crierez « Joyeux anniversaire » très fort, puis instruisais-je, me sentant comme une metteur en scène organisant le spectacle parfait. Roxane est arrivée à 19h15, élégante dans une simple robe noire. « Madame Bernadette, tout est merveilleux, » dit-elle, regardant autour d'elle avec une admiration sincère. « Gaspard va adorer. »« Tu crois vraiment, ma chérie ?» demandai-je, cherchant confirmation une fois de plus. « Ce n'est pas trop exagéré ?»
J'aurais peut-être dû choisir des fleurs différentes ou changer la disposition des tables. C'est parfait, assura Roxane, touchant mon bras affectueusement. Il verra combien vous vous êtes investi. C'est impossible de ne pas être ému. À 20 heures, pratiquement tous les 100 invités étaient arrivés. La salle était comble. Un brouhaha joyeux de conversation et de rires remplissant l'ambiance. D'anciens camarades d'école de Gaspard se retrouvaient après des années. Des amis de l'université partageaient leurs souvenirs. Des collègues de travail discutaient avec animation. C'était exactement l'atmosphère que j'avais imaginée. À 20h15, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Madame Bernadette, nous venons de quitter l'entreprise, informa Léonard, le meilleur ami de Gaspard, qui s'était proposé de l'amener au club sous prétexte d'un dîner décontracté. Nous arrivons dans 20 minutes. Mon cœur s'est emballé. J'ai demandé le silence aux invités, expliqué rapidement comment fonctionnerait la surprise et éteint les lumières de la salle. 100 personnes se sont cachées derrière les tables, les colonnes, les compositions florales, dans une chorégraphie silencieuse qui m'a rempli de fierté et d'anticipation. Les minutes se sont écoulées comme des heures. J'étais positionné juste à l'entrée, d'où je pourrais voir l'expression de Gaspard, au moment exact où les lumières s'allumeraient et où tout le monde crierait « Joyeux anniversaire ». Ma respiration était haletante, mes mains tremblaient légèrement. Après 3 mois de préparatifs, 20 000 € investis et toute une vie d'amour accumulée, le moment de la grande révélation était enfin arrivé. J'entendis des pas s'approcher dans le couloir. La voix familière de Léonard parlant avec quelqu'un, essayant probablement de convaincre Gaspard d'entrer dans la salle obscure. « Mec, ça doit être problème d'électricité, » disait Léonard. « Allons voir. » La porte s'ouvrit lentement. La silhouette de mon fils apparut dans l'embrasure hésitante, tentant de discerner quelque chose dans l'obscurité. C'était le moment dont j'avais rêvé pendant des mois. « Maintenant !» criai-je en allumant toutes les lumières simultanément. « Bon anniversaire !» s'exclamèrent un voix à l'unisson, émergeant de leur cachette avec des sourires radieux et les bras levés. Mais l'expression sur le visage de Gaspard n'était pas celle d'une joyeuse surprise, ni d'émotion, ni de gratitude. C'était de l'horreur absolue. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit, et pendant quelques secondes éternelles, il resta complètement immobile à l'entrée de la salle, comme s'il avait vu un fantôme. « Gaspard, mon amour !» m'exclamai-je en courant vers lui, les bras ouverts. « Surprise, c'est ta fête de 40 ans !» Il recula d'un pas, puis d'un autre. Son expression passa de l'horreur à quelque chose d'encore pire, une colère froide et contrôlée que je n'avais jamais vue auparavant. « Maman, » dit-il, d'une voix basse et dangereuse qui me glaça le sang. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai organisé une fête pour toi, mon fils, » répondis-je, déconcerté par sa réaction. « J'ai invité tous tes amis, préparé tes plateaux préférés, tout décoré avec tant d'amour. »« Sans me demander, » interrompit Gaspard, élevant la voix suffisamment pour que quelques invités proches cessent de parler et regardent dans notre direction. « Sans me consulter. » sans savoir si je voulais ça. Mais c'est une surprise, Gaspard, tentai-je d'expliquer, sentant la panique monter dans ma poitrine. Les surprises sont comme ça, on ne demande pas et vend. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, maman, dit-il, parlant maintenant assez fort pour que la moitié de la salle puisse entendre. Tu ne comprends jamais. Tu fais toujours tout, à ta façon, sans considérer ce que je veux, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. Le silence se répandit dans la salle comme une vague. 100 personnes cessèrent de parler, de rire, de célébrer, et se tournèrent pour assister au spectacle embarrassant qui se déroulait à l'entrée. « Gaspard, s'il te plaît, » chuchotai-je, essayant de l'attirer dans un coin plus discret. « Ne discutons pas devant tout le monde, nous pouvons parler plus tard. »« Non !» cria-t-il, repoussant mon bras d'un mouvement brusque. « Ça suffit, maman, ça suffit, tu gâches toujours tout, toujours, tu ne peux pas me laisser vivre ma vie en paix. » Je sentis comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Ces paroles résonnèrent dans la salle silencieuse,
touchant chaque personne présente et surtout brisant mon cœur en 1000 morceaux. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour toi, murmurai-je, la voix tremblante et les larmes commençant à ruiner mon maquillage soigneusement appliqué. Spécial, répéta Gaspard avec un rire amer. Spécial serait de me respecter, de me laisser décider comment je veux célébrer mon anniversaire. Mais non, il faut que tu contrôles tout, décides tout, organises tout à ta façon. Roxane s'approcha, essayant de médier la situation. Gaspard, ta mère s'est beaucoup investie dans cette fête, dit-elle d'une voix douce. Elle voulait juste te montrer à quel point elle t'aime. L'amour? Il se tourna vers Roxane avec des yeux flamboyants. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession, c'est du contrôle. C'est elle qui n'arrive pas à accepter que je suis un homme adulte de 40 ans. Le silence dans la salle était sépulcral. 100 personnes étaient témoins de ma plus profonde humiliation. Je sentis mes genoux trembler. Ma vision se brouillait avec les larmes que je ne pouvais plus contenir. « Sors d'ici !» cria Gaspard me pointant du doigt, comme si j'étais une étrangère indésirable. « Sors d'ici! C'est ma fête que tu as organisée sans me demander. Alors maintenant, c'est moi qui décide qui reste et qui part. »« Gaspard, ne fais pas ça, suppliai-je, complètement détruite. S'il te plaît, ne me chasse pas, je suis ta mère. »« Exactement pour ça, hurla-t-il, perdant complètement son sang-froid. Parce que tu es ma mère et que tu n'arrives pas à me traiter comme un adulte. Parce que tu crois pouvoir décider de ma vie. Sors d'ici. Maintenant. » Je regardais autour de la salle, cherchant un soutien, un regard compréhensif. Mais je ne trouvais que de la gêne, de la pitié, quelques chuchotements étouffés. Roxane essaya de s'approcher de moi, mais Gaspard l'en empêcha d'un geste. Les jambes chancelantes et le cœur brisé, je marchais vers la sortie. Chaque pas était une torture, chaque regard des invités un coup de poignard. À la porte, je me retournai une dernière fois, espérant que Gaspard changerait d'avis, qu'il me rappellerait, qu'il réaliserait à quel point il m'avait blessé. Mais s'il me tournait le dos, parlant déjà avec quelques amis comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'existais pas. Comme si les 20 000 raies, les 3 mois de préparatifs, toute une vie d'amour et de dévouement ne signifiaient absolument rien. J'ai quitté le club en pleurant, convulsivement, avec le sentiment que mon monde s'était écroulé. 2 jours plus tard, alors que j'essayais encore de digérer l'humiliation et la douleur, le téléphone a sonné. C'était Gaspard, mais sa voix était complètement différente. Il n'y avait plus de colère, seulement de la panique. « Maman, » dit-il, la voix tremblante, « la banque m'a appelé, mon compte est gelé. » J'ai senti mon cœur faire un bond quand j'ai entendu sa voix au téléphone. Pendant 48 heures, j'étais restée enfermée chez moi, incapable de manger correctement, incapable de dormir, revivant chaque seconde de cette humiliation publique. Les mots que Gaspard avait criés devant 100 personnes résonnaient dans mon esprit comme une torture constante. « Tu gâches toujours tout !» La phrase se répétait en boucle, transperçant mon âme comme une lame acérée. « Qu'est-ce que tu veux dire par compte gelé ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme malgré le tourbillon d'émotions que je ressentais. Même s'il m'avait profondément blessé, c'était mon fils. Et la panique dans sa voix a instantanément réveillé en moi l'instinct maternel qu'aucune dispute, aussi grande soit-elle, ne pourrait effacer. « Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé, » dit Gaspard, et pour la première fois en 2 jours, sa voix ne portait plus cette colère glaciale qui m'avait détruite pendant la fête. J'ai essayé de retirer de l'argent au distributeur ce matin et la machine m'a dit que mon compte était indisponible. J'ai appelé la banque et ils m'ont informé qu'il y avait eu un blocage pour activité suspecte. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Je savais exactement ce qui s'était passé, mais une partie de moi hésitait à dire la vérité. Après tout ce qu'il m'avait fait endurer, après l'humiliation publique, après avoir été expulsé de la fête que j'avais moi-même organisée et payée, peut-être était-il juste de le laisser souffrir un peu d'anxiété. Activité suspecte, ai-je répété, feignant de ne rien savoir. Quel genre d'activité suspecte?
Je ne sais pas, maman. C'est pour ça que je t'appelle, a répondu Gaspard. Et je pouvais percevoir qu'il était vraiment désespéré. Tu n'as pas fait de transfert étrange? Tu n'as pas touché à mon compte? La question m'a profondément irrité. Même paniqué, même ayant besoin de mon aide, il arrivait encore à m'accuser de quelque chose. Comme si j'étais capable de lui nuire financièrement. Comme si une mère était capable de saboter la vie de son propre fils. Gaspard, ai-je dit, essayant de garder mon calme, pourquoi penses-tu que je ferais une chose pareille? Après tout ce qui s'est passé à la fête, tu crois vraiment que je serais sorti de chez moi pour aller à la banque manipuler ton compte? Il y a eu un silence gênant à l'autre bout de la ligne. Je pouvais imaginer Gaspard passant la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux ou confus. C'était une habitude qu'il avait héritée de son père et qui me rappelait toujours à quel point ils se ressemblaient. « Désolé, maman », a-t-il finalement murmuré. « Je ne voulais pas t'accuser de quoi que ce soit. C'est juste que je suis désespéré. J'ai des factures à payer, le financement de l'appartement arrive à échéance lundi et je ne peux pas accéder à mon argent. » J'ai ressenti une pointe de satisfaction en entendant le désespoir dans sa voix. Ce n'était pas une satisfaction cruelle ou vengeresse, mais plutôt celle de voir enfin son fils reconnaître qu'il avait besoin de l'aide de sa mère. Pendant 40 ans, j'avais été la personne qui résolvait tous les problèmes de Gaspard. Quand il avait besoin d'argent pour l'université, quand il avait eu des problèmes dans son premier emploi, quand il avait voulu acheter l'appartement et n'avait pas assez d'apport. J'avais toujours été là, j'avais toujours trouvé des solutions. Gaspard, ai-je dit, choisissant soigneusement mes mots. Tu te souviens comment tu as payé la fête? Comment ça? Quelle fête? A-t-il demandé, véritablement confus. La fête de tes 40 ans, la fête que j'ai organisée pour toi, la fête d'où tu m'as expulsé devant 100 personnes, ai-je répondu, sans pouvoir empêcher une note d'amertume de s'infiltrer dans ma voix. Il y a eu un autre silence, encore plus long que le précédent. Je pouvais entendre la respiration lourde de Gaspard à l'autre bout de la ligne, et j'imaginais qu'il commençait à faire le lien. « Maman, a-t-il dit lentement, tu as payé la fête? 20 000 reyes, Gaspard. 20 000 reyes qui sont sortis du compte d'épargne que nous partageons. Le compte où je dépose ma retraite tous les mois et auquel tu as accès pour les urgences, ai-je expliqué, ressentant un étrange mélange de douleur et de soulagement de pouvoir enfin en parler. Mais je n'ai pas autorisé cette dépense, a protesté Gaspard, et sa voix a retrouvé une tonalité d'irritation. Tu n'avais pas le droit de dépenser autant d'argent sans me consulter. L'hypocrisie de la situation m'a momentanément laissé sans voix. Pendant 2 jours, je m'étais demandé si j'étais vraiment une mère contrôlante, si j'avais vraiment dépassé les limites, si je méritais d'avoir été humiliée de cette façon. Mais entendre Gaspard se plaindre des dépenses que j'avais faites pour lui montrer mon amour m'a fait réaliser que je n'étais peut-être pas la seule en tort dans cette histoire d'histoire. Gaspard, dis-je, essayant de garder une voix calme, tu viens de m'appeler désespérément parce que ton compte s'est bloqué. Tu m'as dit que tu as des factures à payer et que tu ne peux pas accéder à ton argent. Mais maintenant, tu te plains parce que j'ai utilisé l'argent de notre compte joint pour faire quelque chose de spécial pour toi. C'est différent, maman. Tu as dépensé une fortune pour une fête dont je ne voulais même pas. Comment pouvais-tu savoir si tu en voulais ou non, puisque c'était une surprise? Ai-je rétorqué, sentant l'irritation monter. Et d'ailleurs, Gaspard, as-tu déjà réfléchi au nombre de fois où tu as utilisé l'argent de ce compte au fil des ans? Quand tu as eu besoin de l'apport pour l'appartement, quand la voiture est tombée en panne, quand tu as été au chômage pendant 3 mois. J'ai entendu Gaspard soupirer lourdement à l'autre bout du fil. Je savais qu'il se remémorait toutes ces situations, toutes les fois où il avait eu recours à mon aide financière, sans se demander si j'avais ou non le droit de l'aider. « Écoute, maman, dit-il finalement, on peut discuter de ça plus tard. Maintenant, je dois résoudre la situation du compte. Qu'est-ce que c'est que tu penses que je devrais faire? » La question m'a surprise. C'était la première fois en 2 jours que Gaspard me traitait avec un minimum de respect. La première fois qu'il demandait mon avis
au lieu de simplement m'accuser de quelque chose. J'ai senti mon cœur se réchauffer légèrement, comme si une petite porte s'ouvrait vers une possible réconciliation. Tu dois aller à la banque en personne, ai-je expliqué. Prends tes documents, prouve ton identité et explique la situation. Ils vont probablement te demander de confirmer les transactions récentes, y compris le paiement de la fête. Et s'ils me posent des questions sur les 20 000 euros, tu dis la vérité, Gaspard, que ta mère a organisé une fête surprise pour ton anniversaire et l'a payée avec l'argent du compte joint que vous partagez depuis des années. Il y eut un autre silence, et cette fois je pouvais sentir que Gaspard était en train de traiter non seulement l'information financière, mais aussi les implications émotionnelles de toute la situation. Peut-être que pour la première fois, il réfléchissait vraiment à ce qui s'était passé à la fête, à ce qu'il m'avait fait, au prix que j'avais payé pour essayer de lui montrer mon amour. « Maman, dit-il, et sa voix sonnait différemment, plus douce, presque hésitante. À propos de la fête, je dois te parler. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Était-il possible que Gaspard soit enfin prêt à reconnaître qu'il avait exagéré, qu'il m'avait blessé inutilement, que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas la mère terrible qu'il avait dépeinte devant 100 personnes. « Nous pouvons parler quand tu veux, mon fils, » ai-je répondu, essayant de ne pas montrer trop d'enthousiasme. « Mais règle d'abord la situation du compte. Tu as des engagements financiers qui ne peuvent pas attendre. » « Tu as raison. Je vais à la banque tout de suite, » dit Gaspard. « Maman, merci de m'aider, même après tout ça. » J'ai raccroché le téléphone avec des sentiments contradictoires envahissant ma poitrine. D'un côté, j'étais soulagée que Gaspard m'ait contacté, qu'il ait reconnu qu'il avait besoin de mon aide. De l'autre, la douleur de l'humiliation était encore très fraîche, très présente. 2 mots de gratitude n'effaçaient pas 48 heures de souffrance, ne guérissaient pas la blessure d'avoir été expulsée de la fête que j'avais moi-même organisée et payée. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé une tisane de camomille, essayant de calmer mes nerfs. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, mon esprit est involontairement revenu aux événements de la fête. La décoration parfaite, les 100 invités attendant pour surprendre Gaspard, l'anticipation dans mon cœur quand j'ai entendu ses pas approcher, et puis l'horreur, la colère dans ses yeux, les mots cruels, l'humiliation publique. Étais-je vraiment une mère contrôlante? Avais-je vraiment dépassé les limites en organisant la fête sans le consulter? Ces questions me tourmentaient depuis que j'avais quitté le club, et je n'avais toujours pas de réponse définitive. Peut-être que je n'en aurai jamais. Le téléphone sonna à nouveau, interrompant mes sombres pensées. C'était Roxane. « Bernadette, comment vas-tu » demanda-t-elle, avec cette voix affectueuse qui me consolait toujours dans les moments difficiles. « J'essaie de digérer tout ça, ma chérie, » ai-je répondu, sentant les larmes me monter aux yeux à nouveau. « Gaspard vient de m'appeler. Son compte est bloqué à cause du paiement de la fête. »« Ah, alors il a découvert que c'était toi qui avais tout payé. »« Oui. Et tu sais quoi, il s'est plaint que je n'avais pas le droit de dépenser l'argent sans le consulter. Après m'avoir chassé de la fête, après m'avoir humilié devant tout le monde, il a encore eu le culot de se plaindre des dépenses. » Roxane a soupiré à l'autre bout du fil. « Bernadette, je peux te dire quelque chose. En tant qu'amie, bien sûr, ma chérie, vas-y. Il est peut-être temps que vous ayez une vraie conversation, tous les deux, sans accusation, sans cris, sans son public. Juste une mère et son fils essayant de comprendre ce qui n'a pas marché. » Ces mots m'ont touché de manière inattendue. Pendant 2 jours, je m'étais concentrée uniquement sur ma douleur, mon humiliation, l'injustice d'avoir été traitée ainsi. Mais peut-être que Roxane avait raison. Peut-être était-il temps d'essayer de comprendre aussi le point de vue de Gaspard. Peut-être que Roxane avait raison, mais la blessure était encore trop vive pour des conversations profondes. J'avais besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé, pour comprendre mes propres sentiments avant d'essayer de comprendre ceux de Gaspard. « Je sais que tu as raison, Roxane, » ai-je répondu, en tenant fermement la tasse de thé que j'avais préparée. «
mais je ne peux pas encore envisager de m'asseoir avec lui et faire comme si tout allait bien. L'humiliation que j'ai subie était trop grande. Personne ne te demande de faire semblant que tout va bien, a dit Roxane doucement. Mais il est peut-être temps de comprendre pourquoi Gaspard a réagi ainsi. Tu connais ton fils mieux que quiconque, Bernadette. Cette explosion de colère n'est pas venue de nulle part. Les paroles de mon ami m'ont dérangée, car elles touchaient à quelque chose que j'avais essayé d'éviter de penser. Pendant 40 ans, j'avais connu chaque humeur de Gaspard, chaque signe d'irritation, chaque déclencheur qui le rendait nerveux. Et si j'étais complètement honnête avec moi-même, je savais qu'il avait montré son inconfort face à certaines de mes attitudes au fil des années. « Roxane, je peux te poser une question ?» ai-je dit, hésitante. « Tu penses que je suis une mère contrôlante ?» Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil, et cette hésitation de Roxane m'en disait plus que n'importe quelle réponse directe. « Bernadette, a-t-elle finalement dit, tu es une mère qui aime beaucoup. Parfois peut-être tu aimes d'une façon qui peut être trop intense. » Trop intense, ai-je répété, sentant les mots résonner dans mon esprit. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que tu as toujours voulu le meilleur pour Gaspard, mais parfois tu as oublié de lui demander ce qu'il considérait comme le meilleur. Tu as organisé sa vie avec tant de soin et de dévouement que tu as peut-être oublié de lui laisser l'espace d'organiser sa propre vie. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Une partie de moi voulait protester, voulait défendre toutes les décisions que j'avais prises au fil des années, toutes les fois où j'étais intervenue dans la vie de Gaspard en pensant uniquement à son bien. Mais une autre partie, plus profonde et plus honnête, reconnaissait la vérité dans les paroles de Roxane. Je voulais juste qu'il soit heureux, ai-je murmuré, sentant les larmes me monter aux yeux. Tout ce que j'ai fait, c'était en pensant à son bonheur. Je sais, ma chérie, et Gaspard le sait aussi au fond. Mais parfois l'amour peut se transformer en prison quand on ne laisse pas la personne aimée faire ses propres choix, commettre ses propres erreurs. J'ai raccroché avec Roxane en me sentant encore plus confuse qu'avant. D'un côté, je commençais à comprendre que ma façon d'aimer était peut-être vraiment étouffante pour Gaspard. De l'autre, ça me faisait profondément mal de penser que 40 ans de dévouement et de sacrifice puissent être interprétés comme du contrôle et de la manipulation. Je suis allée dans le salon et me suis assise dans le fauteuil où je passais habituellement mes après-midi à lire. La maison était trop silencieuse et le silence me forçait à affronter des pensées que j'avais essayé d'éviter. J'ai commencé à me remémorer des situations spécifiques. Quand Gaspard avait voulu changer de filière à l'université et que je l'avais convaincu de continuer parce que ce serait mieux pour son avenir, quand il s'était intéressé à une fille que je jugeais inappropriée et que j'avais subtilement saboté leur relation, quand il avait voulu vivre seul à 25 ans et que j'avais argumenté que ce serait un gaspillage d'argent. Dans toutes ces situations, j'avais agi avec les meilleures intentions. Je voulais le protéger des décisions que je considérais comme mauvaises. Je voulais utiliser mon expérience de vie pour le guider sur le chemin le plus sûr. Mais maintenant, avec le recul, je commençais à réaliser que Gaspard s'était peut-être senti étouffé, contrôlé, incapable de prendre ses propres décisions. Le téléphone a sonné à nouveau, interrompant mes sombres pensées. C'était Gaspard. « Maman, j'ai réussi à régler la situation à la banque », a-t-il dit. Et sa voix semblait fatiguée mais soulagée. « Tu avais raison, ils ont débloqué le compte après que j'ai expliqué pour la fête. »« C'est bien, mon fils, » ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. « Et comment ont-ils réagi quand tu as expliqué pour les 20 000 €? » Ils ont parfaitement compris. Ils ont dit que c'était courant que les comptes joints aient des mouvements importants pour des événements familiaux, a expliqué Gaspard. « Maman, je peux venir chez toi? Je crois qu'on doit parler. » Mon cœur s'est emballé. Pendant 2 jours, j'avais désespérément souhaité que Gaspard vienne me voir, qu'il reconnaisse son erreur, qu'il s'excuse. Maintenant qu'il proposait cette conversation, je me sentais nerveuse et appréhensive. « Bien sûr que tu peux venir, Gaspard. C'est toujours chez toi ici.
ai-je répondu, essayant de paraître plus assurée que je ne l'étais vraiment. Merci, maman. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement commencé à me préparer pour sa visite. Je me suis coiffée, j'ai changé de vêtements, j'ai rangé le salon. C'était un comportement automatique, presque compulsif, ce besoin d'avoir tout parfait pour recevoir Gaspard. Alors que je réarrangeais les coussins du canapé pour la 3e fois, je me suis arrêtée et me suis demandé si ce n'était pas exactement le type de comportement contrôlant dont Roxane avait parlé. Est-ce que j'étais vraiment incapable d'être naturelle, détendue, de laisser les choses suivre leur cours sans essayer de contrôler chaque détail? La question m'a profondément dérangée. Car la réponse évidente était non. Je n'y arrivais pas. Toute ma vie, j'avais trouvé la sécurité dans le contrôle, l'organisation, la capacité de prévoir et de me préparer à toutes les situations possibles. 1 heure plus tard, j'ai entendu la clé dans la serrure. Gaspard avait encore les clés de la maison, quelque chose qui m'avait toujours réconforté, me donnant le sentiment qu'il me considérait encore comme sa famille, son point d'ancrage. Quand il est entré dans le salon, j'ai pu voir qu'il était visiblement nerveux. Il passait constamment la main dans ses cheveux, évitait mon regard direct, bougeait de façon agitée. « Salut, maman », a dit Gaspard, immobile à l'entrée du salon comme s'il ne savait pas s'il devait s'asseoir ou rester debout. « Salut, mon fils. Assieds chez toi, ici », ai-je répondu en montrant le canapé. « Tu veux un café? Un jus? »« Non, merci, maman », a-t-il dit en s'asseyant au bord du canapé, gardant une certaine distance avec moi. Nous sommes restés quelques minutes en silence, tous les deux clairement mal à l'aise, ne sachant pas comment entamer une conversation sur un sujet si douloureux et complexe. J'observais Gaspard discrètement, remarquant les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules, les signes évidents qu'il avait lui aussi passé 2 nuits sans bien dormir. « Maman », a finalement dit Gaspard, « je dois m'excuser pour ce qui s'est passé à la fête. » J'ai ressenti un immense soulagement en entendant ces mots. Pendant 48 heures, j'avais désespérément souhaité entendre des excuses, une admission qu'il avait exagérée, que je ne méritais pas d'être traité de cette façon. « Gaspard », ai-je commencé. Mais il a levé la main, demandant qu'à continuer. « Laisse-moi finir, s'il te plaît », a-t-il dit en respirant profondément. « Je sais que tu as organisé la fête avec les meilleures intentions. Je sais que tu as dépensé une fortune en essayant de me rendre heureux. Je sais que tu as invité toutes les personnes importantes de ma vie et que tu t'es efforcé que tout soit parfait. » J'ai acquiescé de la tête, sentant mes yeux s'embuer d'émotion en entendant enfin Gaspard reconnaître mes efforts et mon dévouement. « Mais maman, » a-t-il continué, « il faut que tu comprennes une chose. Quand je suis arrivée à cette fête et que j'ai vu 100 personnes qui m'attendaient, quand j'ai vu toute cette décoration élaborée, quand j'ai réalisé l'ampleur de l'événement que tu avais organisé sans me consulter, je n'ai pas ressenti de la joie. J'ai ressenti de l'étouffement. Le mot m'a frappé comme un coup dans l'estomac. Étouffement. C'était exactement le terme que Roxane avait utilisé de façon plus douce quand elle avait parlé de ma façon intense d'aimer. De l'étouffement, ai-je répété, essayant de garder une voix ferme malgré la douleur que je ressentais. Maman, tu sais que je n'aime pas être le centre d'attention. Tu sais que je préfère les célébrations intimes, avec peu de personnes. Tu sais que je suis mal à l'aise avec les dépenses excessives, a expliqué Gaspard. Et sa voix portait un mélange de frustration et de tristesse. Mais même en sachant tout ça, tu as organisé exactement le type de fête que j'aurais le moins aimé avoir. Mais Gaspard, ai-je protesté, je pensais que tu serais heureux de la surprise. Je pensais que voir tous tes amis réunis, voir à quel point tu es aimé. Maman, a interrompu Gaspard doucement, tu as pensé à ce que tu aurais voulu que je ressente, pas à ce que je ressentirais réellement. Cette phrase m'a momentanément laissé sans voix. C'était une accusation douce, mais terriblement précise. Pendant toute l'organisation de la fête, j'avais imaginé la joie sur le visage de Gaspard. J'avais visualisé sa gratitude, son bonheur. Mais j'avais projeté mes propres valeurs et désirs sur lui, sans vraiment considérer sa personnalité, ses véritables préférences. « Je n'ai pas voulu te blesser, mon fils », ai-je murmuré,
sentant les larmes couler sur mon visage. Je voulais juste te montrer à quel point je t'aime. Je sais, maman, et c'est pour ça que je me sens si mal pour la façon dont j'ai réagi, a dit Gaspard, se déplaçant sur le canapé pour se rapprocher de moi. J'aurais dû contrôler ma colère. J'aurais dû te prendre à part et discuter en privé au lieu d'exploser devant tout le monde. Tu m'as humilié, Gaspard, dit-il, laissant transparaître dans ma voix toute la douleur des 2 derniers jours. Devant 100 personnes, tu m'as traité comme si j'étais ton ennemi. Je sais, et je le regrette profondément, répondit Gaspard, passant la main dans ses cheveux. Mais maman, tu dois comprendre qu'à ce moment-là, je me suis sentie trahie. Trahie? Demandai-je, confuse et blessée par le choix du mot. Trahie par le sentiment que tu avais encore une fois organisé ma vie sans me consulter. Trahie par la perception que même à 40 ans, tu ne fais toujours pas confiance à ma capacité de prendre des décisions concernant ma propre vie. Les mots de Gaspard résonnèrent dans la pièce silencieuse, pourtant une poésie de vérité que je ne pouvais plus ignorer. Pour la première fois, je commençais à comprendre que peut-être le problème n'était pas seulement une fête mal planifiée, mais un schéma comportemental qui s'étendait sur des décennies. Tu as raison, admis-je, sentant le poids de décennies de décisions discutables. J'ai toujours cru savoir ce qui était le mieux pour toi, mais je ne me suis jamais arrêté pour te demander ce que tu voulais vraiment. Gaspard se rapprocha sur le canapé, et pour la première fois en 2 jours, je pus voir autre chose que de la colère dans ses yeux. Il y avait de la tristesse, mais aussi du soulagement, comme si nous pouvions enfin parler de questions restées enfouies depuis longtemps. Maman, tu te souviens, quand j'avais 17 ans et que je voulais faire un échange en France, demanda-t-il, sa voix chargée d'une ancienne mélancolie. Je m'en souviens, répondis-je, sentant mon cœur se serrer, car je savais déjà où cette conversation allait mener. Tu as dit que c'était trop dangereux, que j'étais trop jeune, qu'il valait mieux attendre d'avoir fini la fac, continua Gaspard. Mais la vérité, c'est que tu ne voulais pas que je parte, même pour 6 mois seulement. Ces mots me frappèrent avec une douloureuse clarté. À l'époque, j'avais sincèrement cru que je protégeais Gaspard des dangers de vivre seul dans un pays étranger. Mais maintenant, avec le recul des années, je pouvais voir que ma peur de le perdre avait été le véritable moteur de mon opposition. Et quand j'ai voulu faire un master en architecture plutôt qu'en gestion, poursuivit-il, sa voix devenant plus ferme, tu as passé des mois à me convaincre que la gestion serait plus pratique, plus sûre financièrement. Mais tu t'en es bien sorti en gestion, protestai-je, essayant de défendre une décision qui m'avait semblé si sensée à l'époque. Je m'en suis sorti parce que j'ai appris à m'adapter, maman. Mais pendant des années, je me suis demandé comment ça aurait été si j'avais suivi ma passion pour l'architecture, dit Gaspard, passant ses mains sur son visage. Et tu sais ce qui me dérange le plus? C'est que je n'ai jamais pu être sûre si mes choix étaient vraiment les miens ou s'ils étaient ce que tu voulais que je choisisse. Cette confession me laissa momentanément sans voix. Pendant 40 ans, j'avais cru être une mère présente, participative, qui se souciait sincèrement de l'avenir de son fils. Mais les mots de Gaspard me forçaient à confronter la possibilité que ma présence constante était devenue une prison dorée. « Gaspard, dis-je, sentant les larmes couler à nouveau, je n'ai jamais voulu que tu te sentes prisonnier. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que je t'aime plus que tout au monde. » « Je sais, maman, et c'est justement pour ça que cette conversation est si difficile, répondit-il, tendant la main pour toucher la mienne. Parce que je sais que tes intentions ont toujours été bonnes. Mais l'amour sans limite peut être aussi préjudiciable que le manque d'amour. Les paroles de Gaspard résonnèrent dans la pièce, portant une sagesse que je ne m'attendais pas à entendre de mon fils. Quand était-il devenu si mûr, si capable d'articuler des sentiments complexes de manière si claire? Et pourquoi avais-je manqué tant de signes qu'il se sentait étouffé? Tu as raison sur beaucoup de choses, admis-je, essayant de trouver le courage d'être complètement honnête. Mais Gaspard, tu dois comprendre que pour moi, tu as toujours été tout. Après la mort de ton père, tu es devenu le centre de ma vie, ma raison d'être. Maman, et c'est là le problème, dit Gaspard doucement.
Personne ne devrait être le centre de la vie d'une autre personne. C'est une responsabilité trop lourde à porter pour qui que ce soit. Cette observation me frappa comme la foudre. Pendant 15 ans, depuis la mort de mon mari, j'avais vraiment mis toute mon énergie émotionnelle dans Gaspard. Il était devenu non seulement mon fils, mais mon projet de vie, ma source de but, ma principale préoccupation. Sans m'en rendre compte, j'avais transformé notre relation mère-fils en quelque chose de déséquilibré et d'étouffant. Mais qu'aurais-je dû faire ? Demandai-je, sincèrement perplexe. Comment une mère devrait-elle aimer son enfant ? En aimant avec confiance, répondit Gaspard immédiatement, comme s'il avait déjà beaucoup réfléchi à cette question. En ayant confiance que tu m'as suffisamment bien élevé pour que je prenne mes propres décisions, que je fasse mes propres erreurs, que j'apprenne de mes propres expériences. Et si tu prenais de mauvaises décisions ? Et si tu te blessais ? Et si tu avais besoin d'aide et que je n'étais pas là pour te l'offrir ? Les questions jaillirent de moi comme une cascade de peur que j'avais portée pendant des décennies. Alors j'apprendrai de mes erreurs, je me remettrai de mes blessures et je demanderai de l'aide quand j'en aurai besoin, dit Gaspard avec une simplicité qui me surprit. Maman, tu ne peux pas me protéger de tout, et même si tu le pouvais, tu ne devrais pas. Nous restâmes silencieux quelques minutes, chacun digérant le poids de la conversation. J'observais Gaspard essayant de le voir non pas comme mon petit garçon qui avait besoin d'une protection constante, mais comme l'homme de 40 ans qu'il était réellement. C'était difficile, presque impossible, de changer une perspective qui avait façonné notre relation pendant si longtemps. Gaspard, dis-je finalement, je sais que je dois changer, mais je ne sais pas comment. Pendant toute ma vie d'adulte, être ta mère a été mon identité principale. Je ne sais pas qui je suis quand je ne prends pas soin de toi. Cet aveu sortit de façon plus brutale que je ne l'avais voulu, mais je ressentis un étrange soulagement à finalement admettre cette vérité. Gaspard me regarda avec une expression mêlant compréhension et tristesse, comme s'il comprenait enfin l'ampleur du problème auquel nous faisions face. « Maman, tu es bien plus que juste ma mère, » dit-il en serrant ma main. « Tu es Bernadette Carvalho, une femme intelligente, capable, qui a construit une vie, qui a des amis, qui a ses propres intérêts. Ou du moins, tu les avais avant de décider que j'étais ta seule responsabilité. Mais c'est si difficile, Gaspard, murmurai-je. C'est si difficile de te laisser vivre ta vie sans vouloir interférer, sans vouloir aider, sans vouloir garantir que tu fais les bons choix. Je sais que c'est difficile, répondit-il, mais c'est nécessaire pour nous deux. Je respirai profondément, essayant d'imaginer comment serait notre relation si je parvenais vraiment à donner à Gaspard l'espace qu'il demandait. L'idée m'effrayait profondément, mais éveillait aussi une étrange curiosité. Qui serais-je si je n'étais pas constamment préoccupé par chaque aspect de la vie de mon fils ? Gaspard, je peux te demander quelque chose, dis-je, hésitante. Quand tu as explosé à la fête, quand tu as dit que je gâche toujours tout, tu le penses vraiment que je gâche les choses pour toi ? Il soupira lourdement avant de répondre, et je vis qu'il choisissait ses mots avec soin. Pas exactement gâché, dit Gaspard lentement, mais tu as une façon de transformer les choses, de prendre quelque chose de simple que je veux et de le transformer en quelque chose d'élaboré que tu penses que je devrais vouloir. Comment ça ? Demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Comme la fête, expliqua-t-il. Si tu m'avais demandé comment j'aurais voulu fêter mes 40 ans, j'aurais dit que je voulais quelque chose de simple, peut-être un dîner avec 5 ou 6 personnes proches à la maison, sans trop de fanfare. Mais tu as transformé ça en une production hollywoodienne avec 5 invités et 20 000 € de dépenses. La comparaison me fit rire malgré le sérieux de la conversation. Une production hollywoodienne. C'était peut-être exactement ce que je faisais constamment, transformer des moments simples en grands événements, parce que je croyais que plus grand signifiait toujours mieux, que plus élaboré signifiait toujours plus d'amour. Et le pire, continua Gaspard, c'est qu'après tu es blessé quand je ne réagis pas avec la gratitude que tu attends. Comme si j'étais ingrat de ne pas apprécier quelque chose que tu as fait avec tant d'efforts.
même si ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment. Les paroles de Gaspard m'ont forcé à confronter un schéma de comportement que je n'avais jamais reconnu consciemment. Combien de fois au fil des années m'étais-je senti blessé parce que Gaspard ne montrait pas la gratitude que je pensais mériter? Combien de fois avais-je interprété son manque d'enthousiasme comme de l'ingratitude au lieu de reconnaître que je lui offrais peut-être quelque chose qu'il n'avait pas demandé? Tu as raison, admis-je, ressentant un mélange de honte et de soulagement. J'ai toujours attendu que tu sois reconnaissant pour les choses que je décidais de faire pour toi, sans jamais demander si tu voulais vraiment ces choses. Et je me suis toujours senti coupable de ne pas pouvoir ressentir la gratitude que tu attendais, dit Gaspard. C'est un cercle vicieux, maman. Tu fais des choses que tu penses qui vont me rendre heureux. Je ne réagis pas comme tu l'espères. Tu te sens rejeté. Je me sens coupable. La description de notre schéma relationnel était si précise qu'elle me laissa momentanément sans voix. Comment en étions-nous arrivés à un point où l'amour était devenu quelque chose de si compliqué et douloureux pour nous deux? Gaspard, dis-je, essayant de trouver le courage de poser la question qui m'effrayait le plus. Penses-tu qu'il est encore temps de changer cela? Penses-tu que nous pouvons apprendre à avoir une relation plus saine? Il sourit pour la première fois depuis son arrivée, un sourire sincère qui illumina son visage et me donna un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des jours. « Je pense que oui, maman, » répondit Gaspard, « mais cela demandera des efforts de notre part à tous les deux. Tu devras apprendre à me donner de l'espace, et je devrais apprendre à communiquer mes besoins plus clairement, au lieu de simplement exploser quand je me sens étouffé. Je veux essayer, dis-je, sentant une détermination grandir en moi. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. Je veux essayer aussi, répondit Gaspard, serrant ma main plus fort. Mais maman, il faut que tu comprennes que cela impliquera des changements réels. Je ne peux plus accepter que tu prennes des décisions sur ma vie sans me consulter. J'acquiesçai, bien que je sache que ce serait plus difficile en pratique qu'en parole. 40 ans d'habitude ne se changeaient pas du jour au lendemain, mais la conversation m'avait montré que nous n'avions pas le choix si nous voulions sauver notre relation. Par exemple, continua Gaspard, tu devras arrêter d'appeler mes amis pour savoir comment je vais ou de débarquer à mon travail sans prévenir quand tu penses que je suis stressé. Je sentis mon visage rougir de honte. Je ne savais pas qu'il avait découvert ces choses. Pendant des années, j'avais pensé être discrète en gardant contact avec certains de ses amis proches, juste pour m'assurer qu'il allait bien. Et les visites au bureau m'avaient toujours semblé être des gestes affectueux d'une mère inquiète. « Tu savais pour ça ?» demandai-je, ma voix sortant plus faible que prévu. « Maman, bien sûr que je savais, » dit Gaspard avec un demi-sourire. « Marcos me dit chaque fois que tu appelles pour demander si je mange correctement ou si j'ai l'air triste. Et la réceptionniste de mon bureau me prévient toujours quand tu arrives avec des plats préparés et des vitamines. » Cette révélation me mortifia. Pendant tout ce temps, j'avais cru être subtil, pensant que Gaspard ne connaissait pas l'étendue de ma surveillance constante de sa vie. Découvrir qu'il le savait non seulement, mais qu'il tolérait cela en silence, me fit réaliser à quel point j'avais dépassé les limites fondamentales de la vie privée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demandai-je, sincèrement confuse. « Parce que chaque fois que j'essayais d'établir des limites, tu étais blessé et tu me faisais me sentir coupable d'être ingrat, » expliqua Gaspard patiemment. C'était plus facile de laisser passer que de faire face au drame émotionnel qui suivait toujours quand j'essayais de te dire non. Le mot drame me frappa comme une gifle. C'était donc ainsi que mon fils voyait mes réactions émotionnelles, comme du drame. J'essayais de me rappeler les fois où Gaspard avait tenté d'établir des limites avec moi, et avec horreur, je réalisais qu'il avait raison. Chaque fois qu'il suggérait que j'étais excessive, je me sentais attaquée et je réagissais avec des larmes, des accusations d'ingratitude ou de longs discours sur tout ce que j'avais sacrifié pour lui. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça, murmurai-je, ressentant une profonde honte. Je pensais vraiment que je ne faisais que m'inquiéter. Je sais, maman, et c'est pour ça que cette conversation est si importante, dit Gaspard, se penchant en avant. Parce que maintenant, tu peux choisir d'agir différemment. Maintenant, tu sais.
Nous restâmes silencieux quelques instants, tous deux digérant le poids des révélations. J'observais Gaspard, essayant de le voir avec un regard neuf, tentant de voir l'homme adulte qu'il était au lieu du petit garçon que je voyais encore quand je le regardais. « Gaspard, dis-je avec hésitation, puis-je te demander à propos du conte gelé, qu'est-ce que c'est qui s'est exactement passé ?» Il soupira et passa ses mains dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. « Quand tu as payé 20 000 € en liquide au fournisseur de la fête, la banque l'a identifié comme une activité suspecte, » expliqua Gaspard. Ils ont trouvé étrange qu'une personne de 65 ans retire cette somme et qu'ensuite je reçoive des paiements en liquide de plusieurs entreprises le même jour. Mais j'ai expliqué au directeur que c'était pour ta fête, protestai-je. Oui, mais le système automatique avait déjà déclenché les alertes de sécurité, dit Gaspard. Et comme tu as utilisé mon compte pour certains des paiements, cela a encore plus compliqué la situation. Je sentis mon estomac se retourner en réalisant les conséquences non intentionnelles de mes actions. Non seulement j'avais organisé une fête que Gaspard ne voulait pas, mais j'avais aussi créé de sérieux problèmes financiers pour lui. Combien de temps cela prendra-t-il à résoudre ? Demandai-je, redoutant la réponse. Le directeur a dit que ça pourrait prendre jusqu'à 2 semaines pour tout débloquer, répondit Gaspard. Heureusement, j'ai une réserve d'urgence dans une autre banque, donc je ne serai pas à court d'argent. Mais c'est gênant de devoir expliquer aux clients et aux fournisseurs pourquoi mes paiements sont en retard. La culpabilité que j'ai ressentie était accablante. Ma tentative de démontrer mon amour s'était transformée en cauchemar bureaucratique qui affectait la vie professionnelle de mon fils. Comment avais-je pu causer tant de dégâts en essayant de faire quelque chose de bien ? Gaspard, je vais arranger ça, dis-je en me levant du canapé. J'irai à la banque demain, première heure. Je parlerai au directeur. J'expliquerai tout. Maman, arrête, dit Gaspard fermement, me faisant rasseoir. Tu ne vas rien arranger. Je m'occupe déjà de la situation. Et c'est exactement ce genre de choses qui doit changer. Je le regardais sans comprendre. Tu as créé un problème sans le vouloir et ta première réaction est d'essayer de prendre le contrôle de la solution, expliqua Gaspard. Mais j'ai 40 ans, maman. Je peux résoudre mes propres problèmes. Mais c'est ma faute, insistai-je. C'est ma responsabilité de réparer. Non, ta responsabilité est de reconnaître l'erreur et de me laisser gérer les conséquences, corrigea Gaspard. Si tu vas à la banque pour essayer de résoudre ça, tu ne feras que compliquer les choses, car ils verront ça comme la confirmation que quelque chose d'étrange se passe. La logique de Gaspard était irréfutable, mais me mettait dans une position inconfortable. Toute ma vie, chaque fois que je causais un problème, ma réaction instinctive était d'essayer de le réparer immédiatement. L'idée de rester passive pendant que mon fils gérait un problème que j'avais créé allait à l'encontre de tous mes instincts maternels. Alors que dois-je faire ? Demandai-je, me sentant perdu. Tu ne fais rien, dit Gaspard doucement. Tu me fais confiance pour résoudre ça, et la prochaine fois, avant de prendre une décision qui me concerne, tu me demandes d'abord. Même si c'est une surprise, demandai-je, encore attaché à l'idée que les surprises étaient toujours des gestes romantiques et aimants. Surtout si c'est une surprise, répondit Gaspard fermement. Maman, j'ai 40 ans, je n'ai plus besoin de surprise, j'ai besoin de respect pour mes préférences et mes choix. Cette conversation me forçait à repenser des concepts fondamentaux sur la maternité et l'amour. Pendant des décennies, j'avais cru que les surprises étaient l'une des formes les plus pures de démonstration d'affection. L'idée qu'elles puissent être perçues comme invasives et irrespectueuses ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Mais comment vais-je te montrer que je t'aime si je ne peux pas faire des choses spéciales pour toi ? Demandai-je, ressentant une tristesse sincère. En me respectant, dit Gaspard immédiatement, en m'écoutant, en me demandant ce que je veux vraiment au lieu de deviner, en me traitant comme un adulte capable de prendre ses propres décisions. Ça semble si froid, admis-je, si peu maternel. Gaspard rit doucement, un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Maman, le respect n'est pas froid.
c'est la forme d'amour la plus mature qui existe, dit-il. Et tu peux continuer d'être maternelle sans être contrôlante. Tu peux continuer de te soucier de moi sans essayer de diriger ma vie. Comment ? Demandai-je, sincèrement curieuse. En m'appelant pour me demander comment je vais, au lieu d'appeler mes amis, suggéra Gaspard. En m'offrant ton aide quand je la demande, au lieu de supposer que j'en ai besoin. En m'invitant à dîner au lieu de débarquer chez moi avec de la nourriture. Chaque suggestion semblait si simple mais représentait un changement fondamental dans la façon dont je me comportais avec Gaspard. C'était comme s'il m'enseignait un nouveau langage d'amour, un qui respectait son autonomie tout en me permettant d'exprimer mon affection. « Tu penses pouvoir faire ces changements ?» demanda Gaspard, sa voix chargée d'un espoir prudent. « Je vais essayer, promis-je, bien que je savais que ce serait le défi le plus difficile de ma vie. Mais Gaspard, tu seras patient avec moi? 40 ans d'habitude ne changent pas du jour au lendemain. » « Bien sûr que je serai patient, » dit Gaspard en souriant, « mais je serai aussi ferme quand tu oublieras et retomberas dans les vieux schémas 1, d'accord ?» J'acquiesçai, ressentant un mélange étrange de soulagement et d'anxiété. Du soulagement parce que nous avions enfin réussi à parler honnêtement de nos problèmes. De l'anxiété parce que je savais que les vrais changements ne faisaient que commencer. « Il y a une chose que je dois dire, » dit Gaspard, son expression devenant plus sérieuse, à propos de la façon dont j'ai explosé à la fête. C'était disproportionné et cruel, et je m'en excuse. Tu étais frustré, dis-je, essayant de minimiser. Être frustré ne me donne pas le droit de t'humilier publiquement, insista Gaspard. J'aurais pu t'emmener dans un coin et parler en privé, ou j'aurais pu attendre le lendemain. Je n'avais pas besoin de faire un scandale devant 100 personnes. Le souvenir de la fête me faisait encore mal, mais entendre Gaspard reconnaître qu'il avait exagéré m'apporta un réconfort inattendu. Pendant 2 jours, je m'étais demandé si je méritais vraiment d'être traité ainsi, même si j'avais fait quelque chose qu'il ne voulait pas. « Merci de dire cela, » murmurai-je, « mais je comprends pourquoi tu as réagi ainsi. Ça devait être la goutte d'eau après des années à te sentir étouffé. »« C'est exactement ça, » confirma Gaspard. « Mais cela ne justifie pas la façon dont je t'ai traité. Je mérite une mère qui m'aime, même si cet amour s'exprime parfois maladroitement. Et tu mérites un fils qui communique ses frustrations de manière respectueuse. » Je sentis les larmes couler à nouveau, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de gratitude. Enfin, après 2 jours de douleur et de confusion, je sentais que Gaspard et moi trouvions un chemin vers l'avant. « Alors, on réessaie ?» demandai-je en lui tendant la main. « On réessaie », confirma Gaspard, en serrant ma main fermement. Dans les jours qui suivirent notre conversation, j'essayais de mettre en œuvre les changements que j'avais promis à Gaspard. C'était plus difficile que prévu de briser des schémas comportementaux ancrés depuis 4 décennies. Ma première tentation fut d'appeler Marcos, son meilleur ami, pour savoir comment Gaspard gérait la situation avec la banque, mais je réussis à résister à cette impulsion. À la place, j'envoyai un simple message à mon fils pour lui demander comment s'était passée sa journée. Sa réponse arriva quelques heures plus tard. « Merci de me demander directement, maman. La banque a débloqué une partie du compte aujourd'hui. Les choses s'améliorent. » Je ressentis une étrange satisfaction en lisant ces mots. C'était un plaisir différent de celui que j'éprouvais quand j'obtenais des informations par des tiers. Il y avait quelque chose de plus authentique à recevoir l'information directement de lui, même si ce n'était qu'un message texte. Roxane vint me rendre visite le jeudi suivant, apportant son fameux gâteau aux carottes avec glaçage au chocolat. Elle me trouva dans la cuisine, essayant de décider si je devais ou non préparer une lasagne pour Gaspard. « Toujours en lutte contre les vieilles habitudes ?» demanda-t-elle, observant les ingrédients éparpillés sur le comptoir. « Tous les jours, » admis-je en soupirant. « Hier, j'ai failli aller au supermarché acheter des fruits pour son réfrigérateur. J'ai dû me rappeler 3 fois qu'il est un homme adulte, parfaitement capable de faire ses propres courses. » Roxane rit tout en coupant de généreuses parts de gâteau. « C'est un processus, Bernadette. Tu ne vas pas changer du jour au lendemain, » dit-elle en m'offrant une part.
mais le fait que tu prennes conscience de ces impulsions est déjà un grand progrès. Je mordis dans le gâteau pensivement, savourant la douceur familière qui m'avait toujours consolé dans les moments difficiles. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon identité, confessai-je. Pendant si longtemps, être la mère qui s'occupe de tout était qui j'étais. Maintenant, je ne sais plus vraiment comment être mère sans être excessif. Tu vas trouver, m'assura Roxane. Et tu découvriras probablement que tu peux être une encore meilleure mère quand Gaspard se sentira respecté plutôt qu'étouffé. Le vendredi, Gaspard m'appela pour m'inviter à déjeuner dimanche. Ma première réaction fut de demander si je devais apporter quelque chose, mais je réussis à me retenir et à simplement accepter l'invitation. « Juste toi, maman », dit Gaspard quand il remarqua mon hésitation. « Juste toi. » Le déjeuner fut révélateur de manières inattendues. Pour la première fois depuis des années, nous avons pu parler sans que je tente de diriger la conversation vers des sujets liés à sa vie personnelle. Au lieu de cela, nous avons parlé de son travail, de mes projets pour le jardin, d'un livre que nous avions tous les deux lu récemment. « Tu sais que je n'ai jamais su quel était ton genre littéraire préféré ?» commenta Gaspard pendant que nous prenions le café après le repas. Cette remarque me surprit. « Comment ça ?» demandai-je. Chaque fois que j'essayais de parler de livres ou de films, tu changeais rapidement de sujet pour me poser des questions sur ma vie, expliqua-t-il. Je n'ai jamais eu l'occasion de connaître tes goûts personnels qui n'étaient pas liés au fait d'être ma mère. Cette révélation me fit réfléchir. C'était vrai. Pendant des années, j'avais inconsciemment orienté toutes nos conversations vers lui, comme si mes propres intérêts étaient secondaires ou sans importance. J'aime les drames psychologiques, dis-je timidement, et les biographies de femmes qui ont surmonté l'adversité. Vraiment ? Demanda Gaspard, semblant sincèrement intéressé. Tu as lu quelque chose de bien récemment. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de livres et d'auteurs. Ce fut la conversation la plus détendue que nous ayons eue depuis des années, peut-être des décennies. Il n'y avait pas d'agenda caché, aucune tentative de ma part d'extraire des informations sur sa vie personnelle, aucun conseil non sollicité sur ses choix. Quand je me préparais à partir, Gaspard m'accompagna jusqu'à la porte. « Maman, je veux que tu saches que je suis fier de toi, » dit-il, me surprenant complètement. « Fier, pourquoi ?» demandai-je. « Parce que je sais à quel point il doit être difficile de changer des comportements si anciens, » expliqua Gaspard. « Mais tu y arrives, c'est le premier repas depuis des années où je ne me suis pas senti interrogé ou analysé. » Ces mots m'ont rempli d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était différent de la satisfaction que j'éprouvais quand je pouvais prendre soin de lui. Celle-ci était plus pure, plus authentique. C'est encore difficile, admis-je. Parfois, je dois littéralement me mordre la langue pour ne pas poser des questions que je sais être intrusives. « Mais tu le fais, » dit Gaspard en souriant. « Et ça signifie beaucoup pour moi. » Durant la semaine suivante, j'ai mis davantage à l'épreuve mes nouvelles limites. Quand j'ai appris par une voisine que Gaspard était sorti dîner avec une femme, ma première réaction fut de l'appeler immédiatement. Au lieu de cela, j'ai respiré profondément et me suis rappelé ses paroles sur le respect et la vie privée. S'il voulait me parler de sa vie amoureuse, il le ferait. Sinon, cela signifiait qu'il n'était pas encore prêt à partager cette information avec moi. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et terrifiante. Le mercredi suivant, Gaspard est apparu chez moi sans prévenir. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu sa voiture dans l'allée, supposant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demandai-je en ouvrant la porte, essayant de lire son expression. « Tout va très bien », dit Gaspard en souriant. « Je voulais juste te voir. »« Tu voulais juste me voir ?» répétai-je confuse. « C'est si étrange » demanda-t-il en riant. « Un fils qui veut rendre visite à sa mère sans qu'il y ait une urgence ou une occasion spéciale ?» J'ai réalisé que oui, c'était étrange. Pendant des années, les visites de Gaspard avaient toujours un motif précis. Récupérer quelque chose qu'il avait oublié, résoudre un problème pratique ou assister à un événement que j'avais organisé. L'idée qu'il veuille simplement passer du temps avec moi, sans agenda, était presque révolutionnaire.
Ce n'est pas étrange, dis-je en ouvrant la porte plus largement. C'est merveilleux. Nous avons passé l'après-midi à discuter dans le jardin. Gaspard m'a aidé à replanter quelques plants de tomates qui ne se développaient pas bien à leur emplacement initial. C'était relaxant de travailler côte à côte, nos mains dans la terre, parlant de choses simples et quotidiennes. « Maman, je peux te poser une question ?» dit Gaspard pendant que nous arrosions les plantes. « Bien sûr. »« Pourquoi ne t'es-tu jamais remariée après la mort de papa ?» demanda-t-il, me prenant complètement au dépourvu. La question m'a laissé sans voix un moment. Ce n'était pas quelque chose à quoi je pensais souvent, et certainement pas quelque chose que Gaspard n'avait jamais demandé auparavant. Eh bien, j'étais occupé à t'élever, répondis-je automatiquement. Mais j'ai quitté la maison il y a 15 ans, observa Gaspard gentiment. Tu as eu beaucoup de temps depuis. Il avait raison, bien sûr. Durant les 15 années depuis que Gaspard avait déménagé, j'avais eu plusieurs occasions de rencontrer quelqu'un. Il y avait des hommes à l'église, des voisins veufs, même quelques collègues des cours que j'avais suivis au fil des ans qui avaient montré de l'intérêt. Je crois que j'avais peur, admis-je finalement. Peur de quoi? Peur que tu penses que je remplaçais ton père. Peur qu'une nouvelle relation change notre dynamique. Peur que tu te sentes abandonné ou négligé. Gaspard a arrêté d'arroser et m'a regardé directement. « Maman, tu as renoncé à ton propre bonheur à cause de moi ?» demanda-t-il, sa voix chargée de ce qui semblait être de la culpabilité. « Ce n'était pas comme ça, protestai-je rapidement. J'ai choisi de me concentrer sur toi parce que c'était ce que je voulais faire. » Mais était-ce vraiment ce que tu voulais ou ce que tu pensais devoir vouloir, insista Gaspard. La question m'a forcé à examiner des motivations que j'avais enterrées depuis longtemps. C'était vrai que, dans les premières années après la mort du père de Gaspard, j'avais sincèrement senti que mon rôle était d'être complètement dévoué à mon fils. Mais c'était aussi vrai qu'au fil des années, utiliser Gaspard comme excuse pour éviter les relations romantiques était devenu commode. C'était plus sûr de concentrer toute mon énergie émotionnelle sur mon fils que de risquer d'être vulnérable avec un étranger. C'était plus simple de maintenir notre dynamique familiale établie que de naviguer dans les complexités d'intégrer une nouvelle personne dans nos vies. Peut-être que tu as raison, admis-je lentement. Peut-être que je t'ai utilisé comme excuse pour éviter les risques. Et maintenant, demanda Gaspard, maintenant que nous établissons des limites plus saines, envisagerais-tu de rencontrer quelqu'un? La question m'a prise vraiment par surprise. Pendant toutes ces années de surprotection, j'avais présumé que Gaspard serait contrarié ou mal à l'aise à l'idée que j'ai une relation. Découvrir qu'il ne s'y opposerait pas, mais qu'il m'encouragerait apparemment, fut une révélation. « Cela ne te dérangerait pas ?» demandai-je avec hésitation. « Maman, je veux que tu sois heureuse, » dit Gaspard sincèrement. « Et si cela signifie avoir un compagnon, alors j'espère que tu trouveras quelqu'un de merveilleux. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Pendant des décennies, j'avais fonctionné avec la conviction qu'être une bonne mère signifiait sacrifier mon propre bonheur romantique. Découvrir que mon fils non seulement n'attendait pas ce sacrifice, mais qu'il se sentirait mieux en sachant que je vivais une vie épanouie, était à la fois libérateur et bouleversant. Je ne sais même pas par où commencer, avouai-je. Cela fait si longtemps. Un pas à la fois, dit Gaspard en souriant. Tout comme tu apprends à être mère différemment, tu peux aussi apprendre à t'ouvrir à d'autres possibilités. Ce soir-là, après le départ de Gaspard, je suis restée éveillée à repenser à notre conversation. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'imaginer ce que ce serait d'avoir un compagnon, quelqu'un avec qui partager les petites joies et les préoccupations du quotidien. L'idée était à la fois excitante et terrifiante, mais quelque chose était différent maintenant. Pour la première fois, je sentais que j'avais le soutien de mon fils pour vivre ma propre vie, au lieu d'exister uniquement en fonction de la sienne. C'était un nouveau type de liberté, une liberté que je n'avais jamais imaginé désirer. 2 ans se sont écoulés depuis cette conversation transformatrice dans le jardin, et j'étais devant le miroir de ma chambre, ajustant le collier de perles qui avait appartenu à ma mère.
C'était un samedi de mai, et pour la première fois depuis des décennies, j'avais un rendez-vous. « Tu es magnifique, maman », dit Gaspard, apparaissant à la porte de la chambre avec un sourire sincère. Je me suis tournée pour le regarder, ressentant un mélange de nervosité et de gratitude. Durant ces 2 années, notre relation s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Il me rendait maintenant visite régulièrement, non par obligation ou urgence, mais simplement parce qu'il appréciait ma compagnie. Et j'avais appris à l'accueillir sans essayer de réorganiser sa vie. « Tu crois vraiment ?» demandai-je, lissant ma robe bleu clair que Roxane m'avait aidé à choisir. « Ce n'est pas trop habillé pour un déjeuner. C'est parfait, » assura Gaspard, entrant dans la chambre et s'asseyant dans le fauteuil où j'avais l'habitude de plier le linge. « Et tu n'as pas besoin d'être si nerveuse. Monsieur Léonard semble être une personne très gentille. » Léonard Mendoza était un professeur de littérature à la retraite que j'avais rencontré au club de lecture que j'avais commencé à fréquenter 6 mois après notre conversation dans le jardin. Au départ, je m'étais inscrite au groupe comme moyen de développer mes propres intérêts, suivant la suggestion de Gaspard que j'avais besoin d'une identité au-delà d'être simplement sa mère. Je n'aurais jamais imaginé y rencontrer quelqu'un de spécial. Je n'arrive toujours pas à croire que je fais ça, avouai-je, m'asseyant au bord du lit. À 67 ans, avoir un premier rendez-vous comme une adolescente. L'âge n'est qu'un chiffre, maman, dit Gaspard, se penchant en avant. Et tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui apprécie ton intelligence, ton sens de l'humour, ta passion pour les livres. Les mots de mon fils me réchauffaient le cœur. Pendant ces 2 ans, il m'avait constamment encouragée à explorer des aspects de ma personnalité qui étaient restés en sommeil pendant des décennies. C'était Gaspard qui avait suggéré que je m'inscrive au cours de jardinage avancé. C'était lui qui m'avait encouragée à reprendre les cours de piano que j'avais abandonnés quand je m'étais mariée. « Comment vont les choses avec Fernanda ?» demandai-je, faisant référence à la petite amie que Gaspard m'avait présentée 3 mois auparavant. « Ça va très bien », répondit Gaspard, et je pouvais voir une lueur spéciale dans ses yeux. « En fait, maman, il y a quelque chose que je veux te dire. » J'ai senti mon cœur s'accélérer, légèrement, mais cette fois ce n'était pas avec anxiété ou avec l'envie de poser des questions invasives. C'était simplement la joie de savoir que mon fils voulait partager quelque chose d'important avec moi. « J'ai demandé Fernanda en mariage la semaine dernière, » dit Gaspard, souriant largement, « et elle a dit oui. » Je me suis levée du lit et je l'ai serrée dans mes bras, sentant des larmes de joie couler sur mon visage. C'était une étreinte différente de celle que nous échangions avant. Il n'y avait pas de possessivité de ma part, ni de tension de la sienne. C'était simplement l'étreinte d'une mère fière et d'un fils heureux. « Je suis si heureuse pour toi, mon fils, » dis-je, m'écartant pour le regarder dans les yeux. « Fernanda est une jeune femme merveilleuse. Vous allez parfaitement ensemble. »« Merci, maman, » répondit Gaspard. « Et je veux que tu saches que tu as joué un rôle important dans tout cela. »« Comment ça ?» ai-je demandé, véritablement surprise. « Parce que quand tu as commencé à me respecter comme un adulte, quand tu as arrêté d'essayer de contrôler ma vie, j'ai finalement pu établir une relation saine avec quelqu'un, » expliqua Gaspard. « Fernanda fait toujours remarquer comme notre dynamique familiale est équilibrée, comme tu la traites avec affection sans être envahissante. » Cette révélation m'a profondément touchée. Pendant des années, j'avais craint que poser des limites signifierait perdre mon fils. Découvrir qu'en réalité, cela lui avait permis de s'épanouir de manières inattendues fut l'une des plus grandes leçons de ma vie. « Quand pensez-vous vous marier ?» ai-je demandé avant de me corriger immédiatement. « Désolé, tu n'as pas besoin de me le dire si tu ne veux pas. J'apprends encore à ne pas trop poser de questions. » Gaspard rit, un son devenu beaucoup plus fréquent dans nos interactions. « Maman, tu peux poser des questions, » dit-il patiemment. « La différence, c'est que maintenant tu demandes parce que tu es intéressé, pas parce que tu essaies de contrôler ou de planifier quelque chose pour nous. » Il avait raison. Ma curiosité venait maintenant d'un lieu d'amour authentique, non d'un besoin de contrôle. C'était une distinction subtile mais fondamentale. Nous pensons à décembre
continua Gaspard. Une petite cérémonie, juste la famille proche et les amis intimes, rien de trop élaboré. Ça semble parfait, ai-je dit, et je le pensais vraiment. 2 ans plus tôt, j'aurais probablement immédiatement proposé de tout organiser, j'aurais commencé à faire des listes d'invités et de fournisseurs. Maintenant, j'étais simplement reconnaissante d'être incluse dans les plans. En fait, dit Gaspard, semblant un peu hésitant, nous aimerions que tu sois notre témoin de mariage. J'ai senti mon cœur se remplir d'une émotion indescriptible. Être choisi pour ce rôle spécial, non pas parce que je m'étais imposée, mais parce qu'ils voulaient. Sincèrement, ma présence symbolique dans leur moment le plus important était un honneur que je n'avais jamais imaginé. Et ce serait un honneur, ai-je répondu, essayant de contrôler l'émotion dans ma voix. Nous avons entendu la sonnette, et Gaspard s'est levé. Ce doit être monsieur Léonard, dit-il, marchant vers la porte. Je vais ouvrir pour toi. Gaspard, l'ai-je appelé alors qu'il était sur le point de quitter la pièce. Oui? Merci, ai-je dit, simplement. Pourquoi? A-t-il demandé, bien que son sourire suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Pour avoir été patient avec moi, pour m'avoir appris à être une meilleure mère, pour ne pas avoir abandonné notre relation, ai-je répondu, sentant la gratitude déborder. Merci à toi, maman, dit Gaspard, pour avoir été disposée à changer, pour m'avoir écoutée, pour être devenue la femme incroyable que tu as toujours été sous toute cette inquiétude excessive. Quand il est descendu pour accueillir Léonard, je suis restée quelques minutes dans la chambre, réfléchissant au chemin que nous avions parcouru. La fête, qui avait été un désastre total, s'était transformée en catalyseur pour la transformation la plus importante de nos vies. Je suis descendue et j'ai trouvé Gaspard conversant avec enthousiasme avec Léonard dans le salon. Mon fils parlait de son travail de graphiste et Léonard écoutait avec un intérêt sincère. C'était une scène qui me remplissait de satisfaction, voir Gaspard à l'aise, détendu, capable d'interagir naturellement avec les personnes que j'amenais dans notre vie. « Bernadette, vous êtes rayonnante, » dit Léonard en me voyant, se levant poliment. « Merci, Léonard, » ai-je répondu, sentant mes joues rougir légèrement. « Vous êtes très élégant, vous aussi. »« Maman, » dit Gaspard, prenant ses clés, « je vais vous laisser profiter du déjeuner, Léonard. Ce fut un plaisir de mieux vous connaître. »« Le plaisir était le mien, Gaspard, » répondit Léonard, serrant la main de mon fils. « Votre mère parle beaucoup de vous avec beaucoup de fierté. Et je suis très fier d'elle aussi, » dit Gaspard, me donnant un baiser sur la joue. « Amusez-vous bien. » Quand Gaspard est parti, Léonard et moi avons marché jusqu'à sa voiture. C'était un homme gentil, de 72 ans, veuf depuis 5 ans, avec 2 enfants adultes qui vivaient dans d'autres villes. Nous avions découvert que nous avions beaucoup en commun, l'amour de la littérature, la passion pour le jardinage et l'expérience d'apprendre à vivre pour nous-mêmes après des décennies dédiées aux enfants. Pendant le déjeuner dans un restaurant chaleureux du centre-ville, nous avons parlé de livres, de nos enfants, des défis et des joies de recommencer à une phase de la vie où nous n'avions jamais imaginé qu'il y aurait de la romance. Vous savez, dit Léonard pendant que nous prenions le café après le repas, j'admire beaucoup la façon dont vous et Gaspard interagissez. C'est rare de voir une mère et un fils qui ont réussi à trouver cet équilibre entre proximité et indépendance. Ce n'était pas toujours comme ça, ai-je admis, remuant le sucre dans ma tasse. Nous avons dû apprendre de la manière la plus difficile que l'amour sans respect peut être étouffant. Mais vous avez appris, observa Léonard, et c'est ce qui compte. Quand il m'a ramené chez moi en fin d'après-midi, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Ce n'était pas seulement à cause de cette agréable rencontre, même si Léonard était vraiment une compagnie merveilleuse. C'était la sensation de vivre ma propre vie, de faire mes propres choix, d'être Bernadette Carvalho et pas uniquement la mère de Gaspard. Le lundi suivant, Roxane est venue prendre le café avec moi, comme c'était devenu notre habitude hebdomadaire. « Alors comment s'est passé le rendez-vous » demanda-t-elle en coupant une tranche du gâteau au citron que j'avais préparé. « C'était merveilleux, » répondis-je, incapable de cacher mon sourire. Léonard est un homme très intéressant, intelligent, gentil,
avec un sens de l'humour subtil qui me fait rire. « Et vous allez vous revoir ?» demanda Roxane avec cette lueur dans les yeux qui apparaissait toujours quand elle était heureuse pour moi. « Nous allons au théâtre vendredi prochain, dis-je, ressentant une émotion adolescente qui me surprit. Il y a une pièce sur Virginia Woolf que nous voulons voir tous les deux. Bernadette, je suis si fière de toi, dit Roxane, touchant affectueusement ma main. Tu as tellement changé en 2 ans. Tu es plus légère, plus confiante, plus toi-même. Parfois, je dois encore me rappeler de ne pas appeler Gaspard chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, avouai-je. Hier, j'ai failli l'appeler pour lui parler du rendez-vous, avant même d'arriver chez moi. Mais tu ne l'as pas fait, observa Roxane, et ça montre à quel point tu as grandi. Elle avait raison. 2 ans plus tôt, ma première réaction à tout événement significatif était de le partager immédiatement avec Gaspard, comme si mes expériences n'étaient valables que lorsqu'elles étaient filtrées à travers notre relation mère-fils. Maintenant, je pouvais vivre des moments qui m'appartenaient entièrement, les garder, les savourer, avant de décider si et quand les partager. « Roxane, dis-je, regardant par la fenêtre de la cuisine vers le jardin où Gaspard et moi avions eu cette conversation transformatrice, penses-tu que les gens peuvent vraiment changer, fondamentalement, je veux dire? Je pense que les gens peuvent choisir de grandir, répondit-elle pensivement. Et tu as choisi de grandir au lieu de t'accrocher au vieux schéma. Cela a demandé du courage. Ce soir-là, en arrosant les plantes du jardin, j'ai réfléchi aux événements qui nous avaient amenés jusque-là. La fête, désastreuse, qui avait coûté 20 000 € et failli détruire ma relation avec Gaspard, semblait maintenant être une bénédiction déguisée. Sans cette crise, nous n'aurions peut-être jamais trouvé le courage d'avoir les conversations difficiles dont nous avions besoin. Gaspard est venu dîner, comme c'était devenu son habitude le lundi. Non pas parce que j'insistais, non pas parce qu'il se sentait obligé, mais parce que nous aimions tous les deux sincèrement ces rencontres hebdomadaires. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je en servant la lasagne que j'avais préparée. Non pas parce que je pensais qu'il avait besoin qu'on s'occupe de lui, mais parce que j'aimais cuisiner pour les gens que j'aimais. « Productif, » répondit Gaspard. « J'ai conclu un gros contrat avec une entreprise de technologie. Et toi? Comment s'est passé le café avec Roxane ?» Je lui ai parlé de notre conversation, des réflexions que j'avais faites dans le jardin, de la sensation d'avoir enfin une vie équilibrée. Gaspard m'écoutait avec une attention sincère, posant des questions qui témoignaient d'un réel intérêt, pas seulement de la politesse filiale. « Maman, dit-il quand nous eûmes fini de dîner, je veux que tu saches que tu m'inspires. »« Je t'inspire ?» demandai-je surprise. « Te voir avoir le courage de changer, de sortir de ta zone de confort, de t'ouvrir à de nouvelles expériences à 67 ans, expliqua Gaspard. Cela me rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour grandir, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Pendant des décennies, je m'étais vu comme le professeur dans notre relation, la personne qui guidait et dirigeait. Découvrir que je pouvais maintenant être une source d'inspiration pour mon fils, non pas à travers le contrôle ou la manipulation, mais à travers une véritable croissance personnelle, fut une révélation transformatrice. Quand Gaspard est parti ce soir-là, je suis resté sur la véranda à observer les étoiles. En décembre, il épouserait Fernanda. Dans quelques années, j'aurai peut-être des petits-enfants. Léonard et moi développions quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait se transformer en une compagnie durable. L'avenir était plein de possibilités que je n'aurais jamais imaginées lorsque j'avais organisé cette fête désastreuse 2 ans plus tôt. J'avais appris que le véritable amour ne contrôle pas, il libère. Et dans la liberté, Gaspard et moi avions trouvé des versions plus authentiques et plus heureuses de nous-mêmes. La vie, ai-je découvert, peut vraiment recommencer à 67 ans, quand on a enfin le courage de laisser la peur de côté et d'embrasser le changement.